Quand on parle d'un diagnostic médical, on a un peu cette attente d'une précision absolue, quoi. Presque chirurgicale. On se casse le bras, la radio montre une fracture nette, le médecin pointe l'image et dit bah voilà le problème, c'est mécanique. Ouais, c'est rassurant en général. On aime bien ce qui est visible, ce qui rentre facilement dans des cases. Exactement. Sauf que, pour cette nouvelle analyse approfondie, on va plonger dans un univers où, la machine à rayon X, elle sert à rien. Elle est complètement aveugle. On a devant nous un protocole clinique hyper strict, avec plein de cas pratiques qui concernent une urgence redoutable. L'intoxication au lithium. Et c'est un sujet fascinant parce que la mission aujourd'hui, c'est pas juste de lire un dictionnaire médical indigeste, hein. C'est vraiment de comprendre la mécanique d'une course contre la montre qui est pour le coup totalement invisible à l'œil nu. Complètement. Et d'ailleurs, le document attaque fort, parce que l'avertissement majeur pose tout de suite le cadre. Ah oui, c'est la règle d'or absolue en toxicologie. Il ne faut jamais, au grand jamais, évaluer la gravité d'une intoxication au lithium juste en regardant l'apparence du patient au début. Les premiers signes cliniques, c'est très souvent un mirage en fait. Et pour qu'on visualise bien, le document nous donne un fil rouge, un cas pratique réel. On va l'appeler le patient X. Très bien. Donc, c'est un homme de 45 ans. Il est sous Theralite, un traitement au lithium, pour des troubles bipolaires. Et sa famille l'amène aux urgences parce qu'il est de plus en plus confus depuis 48 heures, avec de grosses nausées. Alors, un homme désorienté qui a des nausées, c'est hyper vaste. Ça peut être tout et n'importe quoi. Grave. Du coup, pour comprendre comment les urgences vont gérer ça, il faut déjà piger pourquoi ce médicament, qui sauve vraiment des vies en psychiatrie, peut soudainement devenir mortel. Et la réponse, elle est dans ce qu'on appelle l'index thérapeutique. C'est la marge de sécurité du médicament. Pour beaucoup de traitements, tu as une marge énorme. Ouais, Mais pour le lithium, c'est infime. ouais. Le protocole dit que la zone idéale dans le sang, c'est entre 0,8 et 1,2 mmol par litre. D'accord. Et dès que tu passes la barre des 1,5 mmol, paf, tu bascules dans la toxicité. Ah ouais. C'est un peu comme un funambule sur son fil, ce truc. Mais exactement, c'est une super image. Tant qu'il reste pile au milieu, tout va bien, le traitement fait des merveilles sur l'humeur, mais le moindre coup de vent, et il bascule dans le vide. C'est ça. Et le protocole détaille justement ces fameux coups de vent avec 3 profils très différents. Le premier, c'est l'intoxication aiguë. Là, le document donne le cas d'une jeune femme, sans aucun antécédent psychiatrique, qui fait une tentative de suicide en avalant d'un coup 60 comprimés. Ah oui, la dose massive, quoi. Voilà. Ensuite, tu as le deuxième scénario, qu'on appelle aigu sur chronique. Ça, c'est notre patient X. En fait, il a juste pris une double dose de son traitement par erreur. Une simple erreur d'inattention. Et du troisième. Le troisième, c'est le pire, enfin le plus sournois en tout cas, c'est l'intoxication chronique. Le cas pratique montre un patient de 70 ans qui est super stable sous lithium depuis des années, et un jour, il attrape une bête gastro-entérite. Ouais, le truc de l'hiver classique. C'est ça. Il se déshydrate. Et cette perte d'eau, elle fait chuter sa capacité à filtrer le sang, la fameuse clairance rénale. Du coup, le lithium s'accumule sans faire de bruit. C'est fou de se dire qu'un vieux virus qui te donne la diarrhée pendant 3 jours peut transformer ton traitement en poison mortel. Mais qu'est-ce qui rend cette molécule si dure à gérer pour le corps? En fait, le lithium, c'est pas une grosse molécule organique hyper complexe. C'est basique. C'est un élément primitif, un ion alcalin, qui ressemble énormément au sodium. Il est tout petit, il se dissout à fond dans l'eau et surtout, il ne s'attache à aucune protéine dans le sang. Ok, donc il se balade librement. Complètement. Sa seule porte de sortie, ce sont les reins. Et le piège, il est là. Le rein humain, il a un mal fou à différencier le sodium, notre sel normal, et le lithium. Ils sont en compétition tout le temps. Attends, donc si je résume, le rein, c'est un peu comme un videur de boîte de nuit myope, en fait. Ouais, c'est pas mal ça. Genre si le corps manque de sodium, par exemple avec la déshydratation du monsieur de 70 ans, le rein panique, il ferme les portes pour garder le sel. Mais comme il voit flou, il retient aussi le lithium à l'intérieur. C'est exactement cette logique de confusion ionique, oui. Le tore verrouille tout et emprisonne le toxique. Et ce qui rend le truc encore plus dangereux, c'est ce que le document appelle le piège toxicocinétique. Le piège toxicocinétique. Ouais, en gros, le lithium est hyper lent à traverser nos membranes pour passer du sang vers l'intérieur de nos organes, surtout le cerveau. Et cette lenteur, ça crée un décalage temporel affreux. Attends, s'il y a un décalage, ça veut dire que le taux dans le sang peut baisser, ce qui a l'air rassurant, alors que le patient va cliniquement de plus en plus mal. Et oui, c'est le gros paradoxe de cette intoxication. Le taux baisse dans le sang non pas parce que le patient l'élimine, mais parce que le poison a fini d'entrer dans les cellules de son cerveau. Et la chronologie du patient X le montre super bien. Vas-y, dis-moi. À l'heure zéro, ingestion massive. 2 heures plus tard, à H+2, la prise de sang montre un taux de lithium explosif. Mais le patient est assis, tranquille sur son brancard, zéro symptôme. Ok. Et à H+24, on refait une prise de sang, le taux a bien baissé. On pourrait se dire, chouette, ça s'arrange. Sauf que, au même moment, le patient X plonge dans le coma. Ah ouais. Le poison a juste quitté l'autoroute du sang pour s'enfermer dans les maisons, dans le cerveau. Ça valide totalement la règle d'or du début. Faut pas se fier à la prise de sang des premières heures. Mais du coup, une fois dans le cerveau, ça donne quoi physiquement? Alors, les neurones communiquent avec de l'électricité, via le sodium et le potassium. Le lithium arrive et court-circuite tout ça. Le protocole utilise l'échelle de Hansen et Amundsen pour classer ça. D'accord, c'est quoi les stades? Au stade 1, tu as une somnolence et des tremblements assez fins. Le stade 2, on monte d'un cran. Le patient est complètement obnubilé, hyper rigide, et il fait des myoclonies, tu sais, des grosses secousses musculaires involontaires. Ouais, les muscles qui tressautent tout seuls. C'est ça. Et le stade 3, c'est l'effondrement.
convulsions, coma profond, avec un vrai risque de lésion cérébrale irréversible. Donc, l'observation, c'est vital. Le moindre tremblement veut dire beaucoup. Le document donne des exemples de diagnostics là-dessus, non? Oui, il oppose deux cas pour montrer l'urgence. Le diagnostic A, c'est un patient un peu endormi, avec les mains qui tremblent légèrement et une diarrhée depuis 2 jours. Stade 1. Donc là, on surveille, on s'affole pas. Exact. Par contre, le diagnostic B, c'est un patient mutique, complètement raide, avec des secousses musculaires anarchiques partout. Là, c'est le stade 3. L'action recommandée, c'est pas juste de regarder, c'est de préparer le transfert direct en réanimation avec intubation. C'est vraiment une tempête neurologique qui peut éclater d'une seconde à l'autre. Mais le cerveau, c'est pas le seul organe électrique du corps. Et le cœur dans tout ça. Ah, le cœur est super vulnérable. Il y a toute une section là-dessus. C'est rare, mais foudroyant. Tu peux faire un choc vasoplégique, où tes vaisseaux sanguins lâchent complètement. Sur un ECG, le médecin va chercher des anomalies de repolarisation, genre des ondes T toutes plates. Des ondes plates, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que le cœur a du mal à se recharger électriquement entre deux battements. Mais le pire, ce sont les troubles de la conduction, les fameux BAV, les blocs auriculo-ventriculaires ou un complexe QRS qui s'élargit. Un bave, si je reprends mon image de la maison, c'est comme si le jus arrivait bien par le compteur principal, mais que les disjoncteurs entre le premier étage et le rez-de-chaussée avaient complètement fondu. Le signal pour se contracter passe plus en bas. Mais c'est la meilleure analogie possible. Les oreillettes en haut battent à leur rythme, mais le message descend plus aux ventricules qui, eux, sont censés pomper le sang. Le cœur est totalement désynchronisé. C'est terrifiant. Et pour notre patient X, ça donne quoi aux urgences? À son arrivée, le scope affiche une fréquence de 45 battements par minute. C'est très bas. Il faut un ECG 12 dérivation directe. Résultat, un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré avec les fameuses ondes T plates. Et là, on fait quoi? L'action du protocole est immédiate. On appelle le réanimateur parce que l'instabilité de la pression artérielle est imminente. Son cœur est en train d'oublier comment battre de façon coordonnée. Donc le cerveau s'éteint, le cœur ralentit, mais pendant qu'il gère le rythme cardiaque, comment l'équipe sait à quel point le corps est intoxiqué, vu qu'on a dit que la prise de sang classique est trompeuse? C'est là qu'on arrive à un truc biologique vraiment génial du protocole, le ratio de gravité tissulaire. Mesurer le lithium dans le plasma, le liquide du sang, ça suffit pas. Il faut savoir ce qui est rentré dans les cellules. D'accord, et comment on fait ça? On prend les globules rouges, ils servent de miroir pour le reste du corps. On divise le taux de lithium à l'intérieur du globule rouge par le taux dans le plasma. Si ce ratio dépasse 0,4, ça prouve que le poison a envahi les cellules. Ah, c'est brillant. C'est comme arriver devant une baraque après une tempête. Si tu regardes juste le plasma, c'est comme regarder la rue. Tu vois des flaques, tu dis bon, c'est pas la cata. Ouais. Mais calculer ce ratio en perçant le globule rouge, c'est ouvrir la porte d'entrée de la maison et voir que l'eau monte jusqu'au plafond du salon, quoi. Le désastre est à l'intérieur. C'est une métaphore parfaite et le bilan du patient X à la 4e heure valide complètement ça. Sa prise de sang donne 2,1 millimol par litre. C'est toxique, mais pas au-dessus du seuil critique de 3,5, c'est ça, hein? Exactement. Quelqu'un de pas formé pourrait se dire qu'il y a le temps. Sauf que sa créatinine a explosé à 150 micromoles. Ses reins ont arrêté de bosser. Et quand le labo envoie le ratio cellulaire, le chiffre tombe, 0,6. Ah ouais, largement au-dessus de 0,4. Voilà. La décision médicale est claire. Même avec un taux dans le sang soi-disant modéré, les reins bloqués ont forcé le lithium à s'entasser dans les cellules. C'est jugé gravissime. Mais attends, l'infirmier à l'accueil, avec toutes ces infos de neuro, de cardio, de ratio cellulaire, comment il fait pour pas perdre un temps précieux et envoyer le patient au bon endroit? Le protocole a prévu un algorithme de triage super binaire pour l'infirmier d'accueil. 3 questions fermées. Et y a-t-il le moindre signe neuro? Y a-t-il une insuffisance rénale? Le taux sanguin est-il au-dessus de 3 millimoles? D'accord. Le secret, c'est le où. Si une seule de ces conditions est là, le patient passe en voie B. Alerte maximale, on appelle le SAMU pour la réanimation toxico. Sinon, c'est la voie A, soins continus. C'est super efficace. T'as pas le temps d'hésiter en attendant que toutes les cases soient cochées. Et il y a un scénario là-dessus dans le doc, hein? Oui, un patient de 60 ans, ses constantes sont stables, son cœur va bien, et on n'a même pas encore le bilan du labo. Mais l'infirmière repère des myoclonies. Des fameuses petites secousses des muscles. Exact. Ça coupe court. L'observation neuro toute seule active la voie B. On n'attend surtout pas les résultats du sang vu la vitesse à laquelle ça rentre dans les cellules. On appelle le SAMU direct. Ok, donc le tri est fait. Maintenant, la grosse question. Comment on purge le corps? En toxico, le réflexe de base, c'est de faire avaler du charbon actif pour éponger le poison dans l'estomac, non? Surtout pas. Le protocole l'écrit en majuscule. L'administration de charbon activé est formellement interdite. C'est totalement inefficace. Ah bon? Il est efficace, mais c'est censé être l'éponge magique des urgences? Oui, mais pour des grosses molécules complexes, genre le paracétamol ou les antidépresseurs. Le lithium, on l'a dit, c'est un tout petit ion métallique. Essayer de l'attraper avec du charbon poreux, c'est comme essayer de ramasser du sable fin avec un filet de tennis. Ah, ça passe au travers, zéro résistance. Exactement. C'est ça. Ça fait juste perdre du temps et si le patient se met à convulser, il risque de s'étouffer avec. D'accord, exit le charbon. Mais alors, vu que le seul moyen de sortie, c'est le rein, et que le rein confond lithium et sodium, la logique, ce serait de bourrer le rein de sel pour le tromper. Mais c'est exactement le pilier du traitement. Et ça se voit dans les prescriptions du patient X. Aux urgences, on lui pose 2 voies veineuses et on envoie du sérum physiologique en masse. C'est juste de l'eau salée à 0,9%. Ah ouais, l'hydratation agressive. Voilà, on lui passe 1 litre sur 8 heures pour inonder le corps de sodium.
Le rein voit arriver tout ce sel normal, il se détend, il rouvre les vannes et il évacue le lithium dans les urines. Il prépare aussi une seringue de Rivotril au cas où il ferait des convulsions. Une vraie inondation pour chasser le toxique. C'est pas mal, mais si les reins sont trop bousillés ou que la dose est vraiment énorme, le document parle d'une machine, non? Oui, l'hémodialyse, l'artillerie lourde. Le protocole donne des indications très strictes. On branche la dialyse si le taux sanguin dépasse 4 millimoles. Ou bien plus de 2 millimoles, mais avec des signes neuroses graves. Ou si les reins sont bloqués. Ok, donc la machine pompe le sang, le nettoie et le remet. Mais il n'y a pas un risque avec ça? Si, et les réanimateurs sont prévenus. C'est le fameux effet de rebond post-dialyse. Hein? Attends, le rebond, c'est à cause de l'histoire du lithium caché dans les cellules? Si je visualise, c'est comme vider une grosse piscine avec une pompe géante. Vas-y. Tu pompes, au bout de quelques heures, la piscine est vide. Génial. Sauf que cette piscine est construite sur une nappe phréatique qui représente nos tissus et le cerveau. Tu coupes la pompe et l'eau de la nappe recommence à s'infiltrer doucement par les murs et remplit la piscine. Donc le sang qu'on vient de nettoyer se refait polluer par le lithium qui sort des cellules. C'est dingue, tu as parfaitement résumé la cinétique de redistribution. C'est exactement ça. La machine vide le sang trop vite, ça crée un appel d'air et le lithium tissulaire est aspiré. Le document donne un exemple frappant. Un patient arrive à 4,5 millimoles, il le dialyse pendant 6 heures. À la fin, bingo, il est à 1,1. Parfait, il est tiré d'affaire. Ben non. 8 heures plus tard, contrôle de routine, le taux est remonté tout seul à 2,8. La nappe phréatique a refoulé. Et là, pas le choix. On repart pour une deuxième dialyse. C'est un truc de fou, faut une vigilance de tous les instants. D'ailleurs, l'algorithme de fin résume bien tout ça, non? Oui, il synthétise tout en 3 piliers. Diagnostiquer, avec le contexte, les signes neuraux, le CG et les ratios. Monitorer, avec le scope et la surveillance des urines. Et traiter, avec le fameux sérum Phi, l'interdiction du charbon et la bonne orientation. Et pour le patient X, la boucle est bouclée avec la checklist de transmission. Son cœur est revenu en rythme sinusal, plus de BAV pour l'instant. Le sérum salé coule à flot. Niveau neuro, il est toujours stade 2 avec ses myoclonies. Et le SAMU est en route. Le diagnostic est posé, la riposte est engagée. C'est un vrai balai médical, avec aucune place pour l'improvisation. Clairement, on voit à quel point c'est la rigueur clinique qui sauve des vies dans ces couloirs. Tout à fait. Bon, eh bien, on arrive à la fin de ce décryptage. En refermant ce protocole, on se dit un truc assez fou. Le lithium, c'est pas un complexe chimique de labo. C'est l'un des 3 tout premiers éléments créés lors du Big Bang. Ouais, la base de l'univers. C'est ça. Et c'est fascinant de voir qu'un simple bout de poussière d'étoile a le pouvoir miraculeux d'apaiser l'esprit humain, tout en menaçant de l'éteindre complètement juste en prenant la place d'un banal grain de sel. C'est une ligne tellement fine entre le remède et le poison. Ça donne une belle leçon d'humilité face à notre propre chimie corporelle. À très bientôt pour une nouvelle analyse.